Dernière table ronde de la matinée. Libérons les voyageurs. Je vais appeler Thierry Guimbaud, Gilles Savary, François Deletraz et Claude Steinmetz. Voilà, je vous présente, pendant que vous vous installez, Thierry Guimbaud. Vous êtes président de l'autorité de régulation des transports. Gilles Savary, directeur conseil senior de Euro Agency, ancien député. François Deletraz, le président de la FNOT. Et Claude Steinmetz, président de la commission sociale de l'AFRA et président de Transdev Rail. Bienvenue, merci à tous les quatre pour votre présence. Thierry Guimbaud, en tant que président de l'ART, comment abordez-vous cette question de la libéralisation des voyageurs ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Évidemment, c'est au cœur, la libéralisation, c'est au cœur d'une mission d'un régulateur. Un régulateur, il est là pour s'assurer qu'on est dans ce qu'on appelle en théorie l'optimum économique. Autrement dit, que tout soit le plus fluide possible, les coûts les plus bas possibles, la qualité la meilleure possible. On rêve. Mais en réalité, cette théorie de la régulation, qui est un moteur extrêmement important, très forte dans beaucoup de pays, un peu plus inconnue en France en fait, mais qui se développe de manière très très importante, c'est pas que de la théorie, c'est du pratique, et notamment dans le voyageur, on le voit. Alors, certes, beaucoup vont dire que la libéralisation ne va pas assez vite, ce qui est probablement vrai, et on a eu beaucoup d'explications dans les tables rondes précédentes, mais elle avance néanmoins. Et quand elle est là, les résultats sont tout à fait nets et probants. Quand je dis net, c'est plus que net. Les prix moyens diminuent très fortement. La qualité de service, en tout cas le niveau d'offre, augmente, voire est stable, mais à des coûts très inférieurs. Je pense notamment au marché conventionné, au transport conventionné. Bref, que ce soit dans l'ouverture à la concurrence, sur ce qu'on appelle le librement organisé, hein, donc dire, pour faire vite, le TGV, même si ce n'est pas la vraie chose, le vrai secteur, et puis le conventionné, on voit les impacts sont absolument considérables. Donc c'est un principe sur lequel le régulateur veille par tous les moyens, que ce soit très prescriptif, avec des autorisations, avec des avis conformes, que ce soit des recommandations, que ce soit de recherche de manquements, des sanctions, des règlements de conflits, des règlements de différends. Donc les moyens sont très nombreux, très variés, on peut encore en avoir plus, hein, je m'adresse aux sénateurs présents pour leur dire, mais on voit bien que ce sujet de libéralisation, il est vraiment au cœur de notre rôle, et c'est pas que de la théorie, ça marche. Alors il y a des limites, bien évidemment. Justement, une étude européenne publiée récemment montre en effet que l'ouverture du marché ferroviaire entraîne une baisse des prix des billets, une amélioration des services. Gilles Savary, partagez-vous ce constat ? Oui, enfin, ce que je pense, c'est que la concurrence est stimulante pour le ferroviaire et qu'il faut absolument qu'on l'accélère en France et que le privé s'y investisse. Je pense que le jour où le privé mettra de l'argent dans la concurrence, dans l'exploitation voyageurs, on aura franchi un grand pas. Ça voudra dire que voilà, le train sera considéré un peu comme l'avion, hein, et on a vu le succès de l'ouverture à la concurrence, notamment pour des provinciaux comme moi, avec la connectivité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un risque quand même dans cette affaire, c'est que la concurrence fragmente l'exploitation, fatalement. On avait un mammouth, c'était notre cher monopole historique. On a maintenant, on va avoir, je l'espère, plusieurs opérateurs. Transdev joue les pionniers avec deux modèles économiques différents, petites lignes et TER, plus le SLO qui, lui aussi, est parti très largement. Donc on va faire une fragmentation des opérateurs. La fragmentation ne tient pas qu'à la concurrence. Elle a démarré avec la régionalisation des TER. Et alors, mon propos va partir d'une anecdote. Il y a 4 ans, j'étais sans doute un peu distrait. J'étais à Blois. J'ai une réunion qui s'était terminée très tôt dans l'après-midi. Je voulais vite rentrer sur Paris. Et donc, je me rends à la gare, vers un automate de distribution de billets. Et je m'aperçois que mon train de Paris prochain, il est qu'à 18h30. Il était 15h. Je vais traîner dans la ville. Puis, il passe un train sur les rails qui allait à Paris. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'était un intercité, figurez-vous. Et donc, il n'était pas dans l'automate de vente de billets de la région. J'ai vérifié ça encore l'autre jour à Bordeaux. La région a son propre automate. Alors, demain, est-ce qu'il y aura un automate Transdev ? Est-ce qu'il y aura un automate Trenitalia ? Est-ce qu'il y aura 15 bornes ? Tout ceci comporte un risque énorme.
c'est que les gares deviennent, et le chemin de fer deviennent Kafka pour les usagers, et que les usagers, après y avoir goûté, ça a été dit tout à l'heure, ça explose, s'en détournent parce que c'est plus compliqué. Parce que c'est beaucoup plus compliqué. Or, on a la technologie aujourd'hui pour faire en sorte que l'on aille vers des billettiques intégrés, pour faire en sorte que l'on aille vers des calculateurs d'itinéraires intégrés. On a la technologie pour faire ce qui se fait dans l'aérien. Et donc, il faut le faire absolument dans le ferroviaire avant qu'il ne soit trop tard et que les gens se détournent de la concurrence ou la montrent du doigt en disant « Regardez, on nous l'avait bien dit, on vous l'avait bien dit, la concurrence est nocive ». C'est un enjeu d'image de la concurrence qui nous amène des capacités et des baisses de prix, mais c'est un enjeu aussi de transfert modal. Si c'est plus compliqué, on viendra à la voiture. François Delétraz, vous craignez que cette concurrence, elle finalement, elle complexifie la vie de l'usager, la fragmentation dont Gilles Savary parlait à l'instant? Kafka n'est pas à venir, il est déjà là. Honnêtement, c'est infernal. On est dans une situation insensée. Pour que les gens basculent de la voiture vers le train, il y a 3 critères. Il y a l'offre, la facilité d'usage et le prix. Les prix ne baissent pas, contrairement à ce que vous dites, c'est les coûts qui baissent avec la concurrence. Mais les prix ne baissent pas. Le Ouigo a pris 45% d'augmentation entre 2018 et 2023, donc expliquez-moi. C'est quand même des choses majeures. Mais le danger, c'est la balkanisation qui est en train d'arriver avec les régions. J'étais à Strasbourg au congrès des régions. Monsieur Nonio, le vice-président Bourgogne, m'a pris à partie en me disant « Monsieur Delétraz, vous déraillez ». Mais je lui dis « Non, c'est vous qui déraillez. Parlez-vous entre vous. » Mais nous parlons. Non, ils ne se parlent pas. Regardez ce qui est en train d'arriver. Ils sont en train d'essayer chacun de faire leur système de distribution. Vous ne croyez pas qu'ils pourraient se mettre d'accord, tous ensemble, pour avoir un système de distribution TER en France? Alors, ils ne veulent pas de la SNCF. Voilà, c'est viscéral. Il faut qu'ils aillent faire une cure d'allergie. Mais avoir un système de distribution pour tous les TER en France, c'est quand même le b.a.-ba. Alors que ce soit Gare et Connexion qu'il fasse ou quelqu'un d'autre, peu m'importe. Mais il faut un seul système de distribution en France. Et ce que vous disiez sur l'intercité et le TER, c'est quand même n'importe quoi. Et donc pour le passager, ce qui est terrible, c'est que faire de l'offre, ça coûte de l'argent. Baisser les prix, ça coûte de l'argent. Faire de la facilité d'usage, c'est ce qui coûte le moins cher. Et c'est ce qu'on fait le moins. Que l'opérateur de bus discute avec l'opérateur de train sous l'égide de l'autorité organisatrice qui est la même pour que le bus parte 5 minutes après l'arrivée du train et pas 5 minutes avant, ça coûte pas beaucoup d'argent. Et donc là, on est dans un système de balkanisation. Alors il y a la distribution. Dans la table ronde précédente, on parlait du matériel. Est-ce que vous ne croyez pas que les régions pourraient se mettre d'accord entre elles pour avoir un GIE, ou enfin je ne sais pas quelle forme juridique, pour acheter des trains en commun? Non, il y en a une qui va en acheter 10 avec ceci, cela, l'autre qui va en acheter 30 avec ceci, cela. Mais c'est la négation du report modal et de la décarbonation. Et tout le problème, il est là. Claude Steinmetz, quels sont, de votre point de vue, en tant que président de Transdev les principaux freins à une meilleure expérience usagée dans le ferroviaire en France? Tout d'abord, je tiens à souligner que la situation est pour le moins quand même préoccupante. Je rejoins la position de François. 4 illustrations. Première illustration, le coût pour le passager. Aujourd'hui, est-ce qu'une famille moyenne peut prendre le train longue distance raisonnablement? J'en suis pas persuadé. Ouigo, effectivement, a augmenté de 44%, 45% en quelques années. Deuxième illustration, la sécurité ferroviaire. On en a peu parlé. La France est en 15e position. Aujourd'hui, la France est en 15e position au rang mondial, loin derrière, évidemment, les Asiatiques. Mais je vous rappelle que la Suisse est en 3e position, la Finlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Autriche sont devant nous. C'est une deuxième illustration. Troisième illustration. Le constructeur national n'arrive pas aujourd'hui à délivrer en temps et en heure, ce qui entraîne des problèmes de production, car si les régions commandent du matériel, c'est bien qu'il y a un besoin. Si le matériel n'est pas livré, il y a donc dysfonctionnement, et tout le monde sait que les dysfonctionnements en matière ferroviaire entraînent de l'insécurité. Dernier point, il ne faut pas être surpris.
que le taux d'occupation stagne et est à 31,5%. Alors pour en revenir aux freins, 4 illustrations également, pas plus. Que pensez-vous d'un taux de régularité au niveau national, on va dire, de 80%? 80% pour faire simple, avec naturellement des variations très importantes d'une région à l'autre. Ce qui veut dire concrètement que l'usager, ou le pendulaire a la certitude d'arriver 2 fois en retard par semaine à son lieu de travail. La région sud, 75% simplement de trains arrivent à l'heure, 74% de trains qui arrivent à l'heure, c'est-à-dire 25% qui sont annulés, supprimés, déheurés. Est-ce acceptable? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, on verra peut-être tout à l'heure les leviers, mais en tout cas, c'est le constat qu'on peut faire. Défaut d'investissement, on a mis en avant, merci Mathieu pour l'avoir mis, je partage, il faut investir dans l'infrastructure. Il faut investir dans l'infrastructure. Aujourd'hui, la France est le dernier au niveau européen, avec 51 € par habitant. Là où les Pays-Bas sont à 174 €, l'Allemagne 115 € et j'allais dire l'Espagne 70 €. Alors, probablement que si on ne prélève pas suffisamment, il faut peut-être faire payer le client. On a vu la limite également pour le client. Le client pas plus payer à un moment donné. Donc on a une vraie difficulté à gérer. Distribution, aujourd'hui, quand même, l'opérateur historique a 11 sites de distribution. Comment voulez-vous vous y retrouver? Il y a 45 titres de réduction TER. C'est quand même impressionnant. C'est une telle situation que le guide moyen ne peut pas s'y retrouver aujourd'hui. Seuls les spécialistes. Dernier point, l'intermodalité. Aujourd'hui, je pense que le train doit réfléchir avec le car. Il doit y avoir de l'intermodalité. J'allais dire, j'ai le plaisir de vivre fréquemment en Suisse. On vit dans 2 mondes différents quand même. En Suisse, vous prenez le bateau, vous prenez le train, vous prenez le car, vous prenez, pourquoi pas, le métro à Lausanne. Tout ça avec une seule carte. Pourquoi ce n'est pas possible en France? J'avoue ne pas comprendre. Thierry Guimbaud, en tant qu'autorité de régulation des transports, comment intervenez-vous justement pour œuvrer à l'ouverture de la concurrence, faire en sorte que le marché soit plus fluide? On a beaucoup, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de moyens d'intervention, beaucoup de pouvoirs d'intervention. Je peux en citer que quelques-uns, si vous le voulez bien. Il y a des obstacles tarifaires, on l'a évoqué, et des obstacles non tarifaires opérationnels, j'allais dire. Sur chacun de ces obstacles, on intervient et on va continuer à intervenir. Typiquement, sur l'obstacle tarifaire, on sait par exemple qu'on a beaucoup poussé les gestionnaires d'infrastructure et mis en œuvre une tarification, j'allais dire, d'appel pour l'arrivée d'un nouveau opérateur sur le réseau pendant un certain temps, une montée en charge que nous avons validée. Ça, c'est quelque chose qu'on avait imaginé et qui a été mis en œuvre. C'est un exemple simple. Sur la tarification d'ensemble, on dit que la tarification est toujours trop chère. Les coûts sont assez considérables aussi, on le voit bien, et les budgets ne sont toujours pas suffisants. Mais notre objectif est de structurer la tarification pour qu'elle soit la plus efficace possible et puisse faire venir le plus de concurrents possible et le plus de trafic possible. Que ce soit en conventionné, où on a, avec SNCF Réseau, beaucoup travaillé sur la structuration tarifaire pour la rendre beaucoup plus attractive pour les autorités organisatrices qui veulent faire plus d'offres. Permettre de faire plus d'offres, ça fait baisser les coûts moyens de manière importante. Ce qui n'était pas le cas avant. Ou bien sûr, sur le TGV, faire en sorte qu'il y ait une relation entre le prix qui est demandé sur les sillons et la capacité à payer, tout simplement, la capacité de marché à payer. Donc ça, c'est un travail que nous menons de fond, qui est un travail que mène le régulateur. Mais on s'intéresse aussi à tous les autres sujets, tous les autres thèmes, et tous ceux qui viennent d'être évoqués. Par exemple, celui qui m'intéresse beaucoup, c'est celui qui a été longuement évoqué à la table ronde précédente, qui me préoccupe beaucoup. La question de l'accès au matériel roulant. Toutes les questions, je ne vais pas les reprendre, elles ont toutes été très bien dites par des meilleurs spécialistes que moi.
Eh bien, cette question-là, nous allons en 2025 à l'ART l'adresser. Nous allons travailler sur le sujet et probablement en 2025 donner des recommandations qui sont en général un peu écoutées quand même. C'est ça l'avantage. Ce ne sont que des recommandations, mais elles sont écoutées parce qu'elles sont indépendantes, parce qu'elles sont techniquement solides, concertées avec tous les acteurs. On ne travaille pas dans notre coin. Et je pense donc que cette question du matériau lent, on va effectivement l'adresser. Voilà un des sujets sur les barrières. Il y a aussi la question sur l'accès aux centres de maintenance. Il y a beaucoup d'autres sujets, je ne vais pas les sortir tous, je prendrai beaucoup trop de temps. J'aurais juste rebondir, pour ne pas être trop long, sur ce qui a été dit par Gilles Savary à l'instant, parce que c'est une préoccupation très très forte que nous avons à l'ART. C'est qu'effectivement l'ouverture à la concurrence, et au-delà de ça, la décentralisation des compétences, les deux vont dans le même sens, aboutit à une extraordinaire fragmentation. Et ça, c'est une énorme préoccupation. Il ne faut pas que l'ouverture de la concurrence soit assimilée, excusez-moi, au bazar. C'est ça le risque. Or, ce n'est pas le cas, nécessairement. Il faut l'organiser. Donc la question de l'organisation systémique, si je peux prendre un terme qui était historiquement pris en charge par l'opérateur historique, qui jouait tous les rôles, en quelque sorte, ben, ce n'est plus le cas. Il le fait de moins en moins, il le fait encore, il le fera de moins en moins avec le temps. Mais il faut que cette question-là soit aussi centrale, et là aussi, c'est un sujet dont nous emparons, est aussi centrale que la question de la concurrence au sens classique du terme. Voilà. On ne fait pas une ouverture à la concurrence sans repenser l'organisation systémique de tout le dispositif. Sinon, on va faire une faute majeure que tous les concitoyens nous reprocheront un jour. François Deletraz, comment faire en sorte que les usagers se tournent aujourd'hui davantage vers le train ? Quels sont les critères Les 3 critères, je vous les ai donnés tout à l'heure, c'est l'offre, la facilité d'usage et le prix. C'est les 3 critères majeurs. Si vous avez un train par jour qui coûte 1 €, il n'y a aucun report modal. Aucun. Il n'y a que des occasionnels ou un effet d'aubaine. Il faut 15 trains par jour. Alors s'il est à 1 €, tant mieux. Mais le prix n'arrive qu'en dernier. C'est ça qui est terrible. Les 2 premiers critères, c'est l'offre et la facilité d'usage. Et sur la facilité d'usage, soyons francs, la SNCF ne donne pas l'exemple. Regardez le cirque que c'est pour changer un billet de TGV si vous êtes en seconde. La SNCF ne vend même pas de billets flexibles en seconde où vous pouvez prendre le train que vous voulez. C'est quand même une aberration. Il faut acheter un billet en première pour pouvoir prendre le train qu'on veut. On est les seuls cas en Europe où c'est comme ça. L'avionisation du TGV voulu par Rachel Picard, c'est pour que le TGV devienne un produit de luxe réservé au CSP+. Le TGV n'est malheureusement plus un transport populaire. J'y peux rien. Mais bon, c'est sûr que sur un billet à 100 €, il y a 40 € qui vont pour le réseau, il y a 10 € de TVA, plus le fonds de concours. Donc la SNCF, elle récupère ce qui reste. On a un vrai souci de fond, là. Mais la problématique qui est à venir, c'est avec les régions. Parce que le TER, ça transporte beaucoup plus de monde que le TGV. Et que le TER est en train de se substituer à l'État aussi avec des relations grandes lignes, genre les 2 lignes qui ouvrent sur Mulhouse et Strasbourg, qui auraient dû être de l'intercité ou éventuellement du Ouigo classique. Mais on n'est plus dans le TER, là. Et ben, la problématique de l'achat d'un billet quand vous allez quelque part, c'est insensé. On va prendre un exemple. Le TER, je dis bien TER, qui va jusqu'à Nevers, qui était autrefois un train d'aménagement du territoire, est devenu un TER. Il part d'Île-de-France, il traverse la Bourgogne, il est géré par Pays de Loire. Où est-ce que j'achète mon billet ? Île-de-France, je ne peux pas. Si je l'achète sur Bourgogne, il n'y a pas de première, parce que la Bourgogne ne vend pas de première, alors qu'il y en a dans le train. Et si je l'achète sur Pays de Loire, ce n'est pas les mêmes prix. Pas les mêmes cartes de réduction. Et les cartes avantages, pourtant avec 4,5 millions de passagers, elles ne marchent plus. Comment voulez-vous que les gens comprennent quelque chose et comment voulez-vous que les gens abandonnent leur voiture pour prendre le train face à des situations pareilles ? Or, c'est des aménagements qui ne coûtent rien. C'est terrible. Je vais vous dire quelque chose. Oui, non, ce que je vais revenir sur les voyageurs, bon, tout système qui se décentralise doit renforcer ses régulations centrales. Autrement, on se perd. Je pense que ça, c'est très important. Donc, le paysage n'est pas catastrophique. Simplement, il faut aujourd'hui qu'on y mette de la règle. Voilà. Et moi, j'ai participé en tant que député européen à 3 paquets ferroviaires. On est resté dans une tonalité qui a toujours été celle des transports, notamment en France, mais c'était
de réorganiser l'offre. La concurrence n'est pas le renard dans le poulailler. Ça n'est pas une déréglementation, c'est une re-réglementation. Et parfois d'ailleurs, ça a été dit par Patrick Jeantet, on le voit bien avec les STI et compagnie, qui crée sa propre bureaucratie. Il y a une bureaucratie du marché ou de la concurrence, ça existe. Donc cette réglementation, elle a jusqu'à présent, elle s'est appliquée pendant 20 ans à réorganiser l'offre, les conditions d'accès au réseau, et rien sur l'usager. Rien sur l'usager, pratiquement rien sur l'usager. Et l'Europe est en train de le réaliser. Il faut absolument qu'elle facilite la vie aux usagers. Mais je dois le dire, et ça nous concerne beaucoup, il y a une énorme résistance française aux travaux européens. Énorme. Et pas simplement française. Les compagnies historiques, la CER, font un lobbying forcené pour que l'Europe ne touche pas aux problèmes d'usagers, c'est-à-dire ne donne pas des obligations supplémentaires aux exploitants, par exemple de livrer leurs données en temps réel, par exemple de réguler les commissions, parce que si on a des sites qui vendent tous les billets, il faut qu'il y ait une règle sur la commission. En France, SNCF Connect fait en sorte que le régime de commission soit infernal et que personne, finalement, ne vende ses billets TGV et qu'il reste, voilà, tout en disant « mais vous pouvez en vendre ». J'ai vu ça à Strasbourg la semaine dernière, une AO urbaine qui disait « moi j'aimerais vendre des billets TGV ou Intercité, mais vous pouvez le faire, je travaille avec des agences de voyage, sauf que quand vous regardez le régime de commission, ce qui fait que par exemple un site comme Trainline est très faible en France parce que c'est infernal et le modèle économique est piégé par la SNCF. Donc il faut qu'on prenne des décisions politiques. On a la technologie. Aujourd'hui, elle est au plan intermodal très avancée dans les multiples applications urbaines. Il faut qu'on arrive maintenant à faire en sorte d'agrandir la focale sur les trains grandes lignes, les cars intercités, enfin les cars régionaux, les TER, et qu'on arrive à une parfaite interopérabilité, au moins sur la billettique, au moins sur, comment dirais-je, le renvoi à des calculateurs d'itinéraires, au moins sur le système d'information. Restera la tarification qui est beaucoup plus compliquée, parce que là, il faut mettre en place une chambre de compensation, et ça ne pourra se faire quand même, je le dis ici, parce qu'il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. On a décentralisé le rail, il y a des régions qui n'y connaissaient pas grand-chose, à dire vrai. Je ne sais pas si elles en avaient l'évocation ou pas, pour le faire financer par les régions. C'était l'objectif essentiel. D'ailleurs, dès qu'on l'a décentralisé, on ne vous occupez de rien, vous payez. Voilà, on fera l'appel d'offres pour le matériel ferroviaire, on est spécialiste, on fera le plan de transport, vous inquiétez pas, tout le reste, toutes vos objections sont impossibles, mais c'est normal, vous vous débrouillez. On a d'ailleurs donné un coup de main aux régions en plaçant des gens de la SNCF à la tête de leur service. En général, c'est comme ça que ça a démarré. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne viendra pas derrière. Donc il faut qu'on conçoive un système qui soit parfaitement interopérable pour l'usager, mais qui garde quand même, si je puis dire, la personnalisation régionale des différents modes de transport, c'est-à-dire le logo. Voilà. Ce que l'on fait finalement... Gilles, je vous interromps une seconde. Attendez, je termine. Ce qui se passe dans l'aérien, quand vous prenez, je veux dire, un portail qui est un portail de réservation ou de distribution, vous allez sur Air France, vous allez le logo Air France, il vous oriente. Je pense qu'il faut faire comme ça dans un premier temps. Alors, juste une seconde. Pour vous donner un exemple, la folie des marques des régions, c'est quand même la partie émergée de l'iceberg qu'on voit. Il y en a une qui s'appelle Fluo, l'autre qui s'appelle Lio, il y en a une qui s'appelle Aléop et une autre qui s'appelle Zoo. Comment voulez-vous qu'un Français sache que Zoo c'est là, Aléop c'est ici et Lio c'est ailleurs? Il y a un moment, et cerise sur le gâteau, il y a des régions qui ne veulent plus que la SNCF marque sur les tableaux d'affichage TER. Il faut marquer que leur nom à eux. Enfin bon, voilà où on en est. Alors, on va entendre... Réglementons au centre. Faisons de la réglementation. Alors, Claude Steinmetz, sur tout ce qui a été dit, ce système interopérable évoqué par Gilles Savary, comment est-ce que vous voyez les choses, vous ? Tout d'abord, j'allais dire que l'ouverture n'est pas une fin en soi. Très clairement, et Transdev l'a toujours dit, ça a pour but l'amélioration de la compétitivité du secteur ferroviaire. Plus de qualité à moindre coût. Et toutes les études le prouvent, plus de qualité à moindre coût, oui, c'est une réalité. L'ouverture permet plus d'offres, plus de qualité, plus de transition écologique et, j'allais dire, plus de fréquences également. On va regarder pourquoi et comment. Ce qu'on peut souligner aujourd'hui, c'est que quasiment toutes les régions se sont lancées dans les procédures d'ouverture. De façon plus ou moins avancée, mais que ce soit la région sud,
la région Grand Est, la région Hauts-de-France, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté commence à travailler également le dossier sérieusement puisqu'il lance un appel à manifestation d'intérêt. Nouvelle-Aquitaine. Bref, le mouvement est lancé. Pour éviter qu'on parte n'importe comment et qu'on arrive à n'importe quoi, puisque c'est un peu ce qui peut être envisagé, François, je pense qu'il faut travailler dans l'écoute, il faut travailler dans la concertation, il faut travailler dans le respect et, dernier point fondamental, dans la transparence qui, malheureusement, aujourd'hui, fait encore un peu défaut. Je en arrêterai là, tout le monde m'a compris. Je pense quand même qu'à ce niveau-là, il y a des marges de progrès considérables à faire. Cela dit, je salue le travail de concertation que les régions ont pu faire, que les régions font aujourd'hui dans le cadre des appels à manifestation d'intérêt. Il y a quand même un travail considérable qui a été fait par des régions qui n'étaient pas forcément avec les moyens nécessaires au démarrage de l'aventure. Aujourd'hui, les régions se sont dotées des moyens nécessaires. Pour améliorer le système, j'allais dire, dans le cadre d'une ouverture, il faut travailler, je pense, avant tout, la qualité. Il faut produire en qualité. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Comment on travaille en qualité ? La SNCF y vient également, d'ailleurs, par de l'ancrage territorial. Je crois que c'est une des clés. Il faut un langage de vérité, il faut de l'infrastructure, il faut du matériel, en bon état, il faut du matériel fiable et robuste, et puis surtout, il faut une vision à long terme. La vision à long terme fait parfois encore aujourd'hui défaut. Il faut densifier l'offre. Il faut arrêter de faire des circulations uniquement en heure de pointe. Pourquoi ? Parce que les gens ne travaillent plus comme ils travaillaient il y a 10, 15 ou 20 ans. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le système est devenu beaucoup plus souple et on doit remplir les trous de desserte. Donc là, on a cette ardente obligation, je pense, de densifier l'offre. On voit au demeurant que lorsqu'il y a ouverture du ferroviaire, il y a densification de l'offre. Je prends l'exemple de Pays de la Loire. Pays de la Loire a lancé une procédure. Madame Morancet annonce plus 33% d'offres d'ici 2030. Je prends le Marseille-Nice, doublement de l'offre. Je vais intervenir une seconde. L'offre, elle a un intérêt majeur pour l'opérateur. C'est qu'elle fait venir les occasionnels. Or, les occasionnels, c'est ceux qui remplissent les caisses. C'est pas les abonnés qui payent 3 sous pour faire 50 fois par mois l'aller-retour. C'est l'occasionnel. L'occasionnel, c'est un tiers de la recette. Hein. Et l'occasionnel, il paye cher. Donc, plus il y a d'offres et à des heures différentes, plus on a d'occasionnels. Je partage totalement. Et sur le dernier exemple, le Nancy contre Aix-et-Ville, là où il n'y avait plus de desserte, et pour cause, on va arriver à 30 allers-retours sur la ligne, dont la moitié de bout en bout. Donc oui, c'est possible de faire plus d'offres. Il faut remettre également le voyageur au cœur du système. Trop longtemps, la production ferroviaire a été de la production pour la production. Aujourd'hui, puisque c'est libérons le voyageur, moi je veux dire libérons le voyageur et mettons-le au cœur du système. C'est indispensable, il faut de la qualité. On ne voyage plus aujourd'hui comme on voyageait hier. J'observe que Trenitalia, quand il produit aujourd'hui, en France, 98% de satisfaction. 37% des personnes qui montent dans les trains desservis par Trenitalia disent clairement qu'autrement, elles n'auraient pas pris le train. Donc on voit quand même qu'il y a un vrai plus qui est à souligner. Il faut de l'information fiable. Ça fait encore malheureusement défaut. Ça fait encore malheureusement défaut parce que l'information aujourd'hui est diffuse. Je sais par exemple que sur le Marseille-Nice, et pour cause, on aura une information. On n'en aura pas 50.
Naturellement, tout ça ne peut se faire qu'avec les hommes, mais je sens que je vais être interrompu. Non, mais je vais vous laisser la parole quand même à Thierry Guimbaud, qu'on n'a pas entendu tant que ça, peut-être déjà pour réagir. Beaucoup de choses ont été dites, donc il y a peut-être des choses sur lesquelles vous aviez envie de réagir. Et moi, j'ai une autre question, c'est comment l'ART peut-elle, par rapport à tout ce qui a été dit aussi, jouer tout son rôle face au pouvoir public ? C'est une très très bonne question. L'ART, c'est une autorité de régulation indépendante, mais elle est au cœur des pouvoirs publics, son travail et des opérateurs. On est à mi-chemin entre cet écosystème-là. Et on dit beaucoup qu'on est au cœur et on travaille auprès de l'État. C'est vrai qu'on est une structure qui se rattache à l'État, bien que totalement indépendante, mais dans mon sens, et là ça revient à un débat qu'on a eu là, pour moi, l'ART est au service de tous les pouvoirs publics. État, bien évidemment, mais aussi autorités organisatrices de mobilité, régions, voire les métropolitaines, ou toutes celles qui sont en charge de transport. Parce qu'on vient de le dire à l'instant, et je l'ai dit aussi, cette fragmentation est extrêmement préoccupante. On l'a dit tout à l'heure à travers le matériel roulant. Si chacun commande quand il a envie de commander, enfin quand il a besoin individuellement de commander un matériel qu'il adapte ou qu'il surspécifie, soi-disant, et évidemment, le système industriel ne tiendra pas. Et évidemment, si les ouvertures à la concurrence se font de manière non coordonnée, non organisée, évidemment, les opérateurs ne pourront pas répondre à tous les appels d'offres en même temps. Donc, il faut un phasage, il faut quelque chose qui soit pensé collectivement. Ça, j'y reviens parce que c'est vraiment, je pense, un des risques majeurs systémiques qui est devant nous. Et l'ART, par rapport à ça, peut apporter sa compétence, sa capacité d'étude, totalement indépendante de tous les acteurs, encore une fois, et imaginer des systèmes d'optimisation le plus possible. L'optimisation économique, c'est notre business, si je puis dire. Donc on est en plein dans notre cœur. Gilles Voilà. Savary, rapidement. Juste Ah, pardon, non. Pardon. Oui, merci Gilles, merci. Sur l'information, évidemment, la question de l'information et de la billettique est centrale. La compétence nous est échue depuis la LOM. C'est quelque chose d'assez nouveau. C'est un secteur complexe, ô combien, stratégique, totalement stratégique pour chacun. Nous avons actuellement, en termes de qualité de l'information, ça ne se sait peut-être pas, mais nous sommes dans une deuxième campagne de contrôle. Nous contrôlons, nous demandons les informations de toutes les AO, informations sur l'offre, bien évidemment, de toutes les AO, de tous les opérateurs, on va même jusqu'au ferry, on va sur l'aérien, et on est en train de massifier, si je puis dire, toutes ces informations que l'on vérifie. Parfois, on a des surprises, que l'on vérifie. Ça avance progressivement, mais ça avance. Ensuite, cela est mis sur une disposition sur ce qu'on appelle le point d'accès national. Ça, c'est pour l'information elle-même. Et si une AO pour l'instant, ça se passe plutôt bien, et on tire un peu les oreilles de temps en temps, mais on a aussi un pouvoir de sanction si les informations ne viennent pas dans les bonnes conditions. Il faut le savoir. On n'est pas passé là encore, et je pense que, évidemment, on le fera en dernier recours. Et pour l'instant, la montée en puissance montre que la volonté est bien là, même si d'habitude n'y est pas, par contre. Et puis ensuite, sur la billettique proprement dite, qui est elle aussi totalement stratégique, je rappelle que nous sommes, par la LOM justement, en charge des règlements des différends. Or, il se trouve que les différends commencent à nous tomber de plus en plus sur des entreprises, grandes ou petites, qui souhaitent vendre des titres, qui souhaitent avoir accès au système de vente des titres, et qui estiment qu'elles n'ont pas assez accès, assez facilement accès, qui veulent un business model pour l'accès à ces titres. Et nous sommes actuellement en train d'y travailler. Ce n'est pas simple, mais nous aurons l'occasion dans les semaines et les mois qui viennent de sortir des décisions qui, je pense, même si c'est des règlements différents attachés à un différent, évidemment, ça a un caractère de jurisprudence qui, je pense, sera extrêmement important à suivre. Donc on est vraiment là aussi complètement au cœur de ce sujet-là. Vous vouliez dire un mot, Gilles Savary, rapidement, rapidement. pour dire que le rôle du régulateur est crucial. Il ne fait pas la loi, mais il a des moyens très puissants pour le faire respecter. Et Thierry Guimbaud est modeste. Il a gagné un procès retentissant, Franck Dersin est au courant, qui avait été déclenché par le refus de la SNCF de livrer ses données à l'autorité organisatrice du Nord. Ça a duré 4 ans ou 3 ans. Et ça a été sanctionné de façon extrêmement nette et claire.
parce que le régulateur a tenu bon et a donné droit à la région du Nord. Donc il y a déjà sur les données ce genre de choses. Et j'ajoute que, par exemple, la DB s'est fait accrocher pour abus de position dominante par son autorité de la concurrence sur une question de billettique, et également la RENF, qui s'est très vite remise d'aplomb. Donc je veux dire, le rôle du régulateur, dès lors qu'il y a des lois qui sont à peu près claires et qu'il y a une volonté politique assez nettement tracée sur le droit des usagers et sur la distribution, le régulateur aura un rôle éminent à jouer. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, encore une seconde. très rapidement, une seconde. Très important. On est dans une situation aujourd'hui où on est dans une cour d'école. Dans la cour d'école, il y en a un qui joue les gros bras, qui se permet tout et n'importe quoi. La SNCF Connect est une agence de voyage, ça gêne personne, ça emmerde tout le monde. Si vous achetez un billet au 36-35, s'il est aimé par SNCF Voyageurs, il n'est pas dans SNCF Connect parce que c'est une agence de voyage. Donc il y en a un qui joue les gros bras, qui fait ce qu'il veut. De l'autre côté, vous avez des adolescents qui font ce qu'ils veulent aussi. Chacun dans son coin, j'ai ma liberté tarifaire, j'ai ceci, j'ai cela, je ne veux pas parler à mon voisin. Et donc dans cette cour d'école, il y a un principal, je me tourne vers vous, et malheureusement, ça va être à vous, au métier difficile, de prendre le sifflet et de dire on arrête tout ça. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à tous pour vos échanges, votre présence ce matin.